Antes que todo, les pido disculpa, porque no voy a hablar español. Aquí se habla francés. Porque todavía queda que debemos hacer la revolución como ustedes la hicieron. Porque el idioma hoy día de la revolución es el español. Antes que todo, gracias a vosotros todos y todas, parce que c'est grâce aux militantes et aux militants de l'Amérique latine que pour la première fois, la chaîne de l'impérialisme et du néolibéralisme a été rompue dans le monde d'après la chute de l'URSS. Dans ce monde nouveau, qui semblait absolument voué à être dominé par les États-Unis d'Amérique, qui nous avaient annoncé un nouvel ordre mondial, il aura fallu qu'autour de l'inépuisable résistance de Cuba, les peuples d'Amérique latine, à leur tour, entrent dans le combat et créent des gouvernements comme l'ont été ceux du commandant Hugo Chavez, ceux de Lula, ceux de Kirchner, ceux de Pepe Mujica et combien d'autres. Et à présent, de nouveau, autour de Gustavo Petro, autour de Arce. Ahora de nuevo una nueva ola se levanta. Y nosotros necesitamos de manera urgente la victoria de los pueblos en América Latina. La necesitamos, la pedimos, la apoyamos con todas nuestras fuerzas. La necesitamos porque de nuevo somos amenazados de la ultraderecha, del fascismo en todas nuestras patrias. Hasta la mía, Francia, tierra de la Revolución Francesa, de los derechos humanos y de la ciudadanía. Nosotros también hoy día somos amenazados. En toda Europa están agrupándose de derecha hasta ultraizquierda, ultraderecha en contra de nosotros. En todos los países. Y somos muy pocos hoy día y en este momento resistiendo en nuestros países. Que sea España con Sumar y Podemos y la Izquierda Unida, en Portugal con el Bloco, o aquí nosotros avec la France Insoumise et la nouvelle Union populaire. Ce jour-ci est le jour de la rencontre entre les États de l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Sud. Cette dernière rencontre a eu lieu en 2015, il y a 8 ans. Est-ce qu'il y a 8 ans, on ne savait pas que le changement climatique était commencé? Si, on le savait. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont aggravé. Est-ce qu'il y a 8 ans, on ne savait pas que le monde allait à une bascule, puisque le centre de gravité de l'univers capitaliste s'est déplacé de l'Europe aux Amériques et à présent, ayant passé l'Atlantique, se présente dans l'ère du Pacifique avec une nouvelle hiérarchie du capital mondial. Ils le savaient. Qu'ont-ils fait? Aggraver les compétitions entre eux jusqu'au point de nous conduire au seuil d'une guerre généralisée. Voilà leur bilan depuis 8 ans. Et maintenant, à l'heure où nous parlons, c'est de nouveau d'Amérique latine que part un point de bascule du XXIe siècle. Parce que le retour de Lula à la présidence du Brésil a rendu possible le fait que ce regroupement de pays qu'on appelle les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, de nouveau peuvent s'exprimer en commun
pour opposer à l'universelle domination des États-Unis d'Amérique un contrepoids, un autre chemin dont nous avons désespérément besoin pour pouvoir changer le cours de l'histoire dans nos propres pays. Le retour de Lula a permis que soit prise la décision historique qui va être confirmée au sommet des BRICS en août de cette année. En août qui vient là. En août, la décision qui prend le contre-pied complet de la décision prise par Richard Nixon en 1971, quand il a décidé que dorénavant, le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle, ce qui lui a permis de répandre des flots immenses de monnaie américaine sur le monde et donc de le dominer dans tous les compartiments de l'activité commerciale et industrielle du monde. Les BRICS ont décidé de décider, en août qui vient, qu'ils allaient créer une monnaie commune qui sera de nouveau gagée sur l'or, c'est-à-dire sur une valeur matérielle. Et à partir de là, cette monnaie commune pourrait être une monnaie d'échange entre les pays qui ne veulent plus commercer en dollars, c'est-à-dire avec une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise. Pardon, mes camarades, de ce moment un peu particulier d'économie politique. Mais la face du monde va changer à partir de là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, et je ne sais pas si ce sera aussi rapide que nous le voudrions, pour diminuer la prétention des États-Unis d'Amérique à continuer de diriger le monde, et donc d'entrer dans une autre étape de la civilisation humaine, où l'organisation qu'incarne l'ONU pourrait redevenir le forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous, et non pas dans le G7, le G8, le G20 et toutes ces organisations arrogantes qui réunissent une poignée d'États qui décident pour les 196 autres. Madame la présidente de la Banque des BRICS, c'est-à-dire notre camarade Dilma Rousseff, a eu raison de rappeler que les BRICS représentent aujourd'hui 35% du PIB mondial, tandis que le G7 ne représente que 31%. Nous allons donc à un grand changement géopolitique. J'ai bien dit géo parce qu'il est du côté du Pacifique, et politique parce qu'il concerne la monnaie. Voilà l'événement. Et une fois de plus, que fait l'Union européenne, courant comme un petit caniche derrière les États-Unis d'Amérique? Ils n'ont rien vu, rien prévu, rien organisé. La seule chose qu'ils savent faire, c'est premièrement exiger des pays d'Amérique latine qu'ils participent à l'opération politique des États-Unis et de l'Europe, premièrement, et deuxièmement, exiger une nouvelle fois des accords de libre-échange. Qu'est-ce qu'un accord de libre-échange? Peut-il être vertueux? Peut-il être égalitaire? Non, il ne le peut pas. Qu'est-ce qu'un accord de libre-échange? C'est l'idée que le marché est en état de régler tous les problèmes de l'humanité. C'est décider que c'est le marché mondial qui doit continuer à être construit au détriment de toutes les économies locales, et en particulier des agricultures vivrières respectueuses de l'environnement qui permettent à nos peuples de vivre, et non l'agriculture mondiale qui détruit les sols, augmente le volume des transactions au détriment de ces productions, au détriment de la nature. C'est la première caractéristique des libres marchés. C'est la croyance absurde, la superstition obscurantiste que le marché va régler les difficultés de l'humanité. La deuxième conséquence, c'est que le marché signifie clairement une chose: la compétition entre les nations, la compétition entre les peuples. Et cette compétition n'a qu'un seul et unique objet: réduire et externaliser les coûts du capital en les reportant sur le dos des peuples et sur le dos de la nature. La compétition que contient le libre marché est un signal de surexploitation des êtres humains
et de la nature. La troisième conséquence, c'est que va continuer d'une manière irresponsable l'externalisation de la production mondialisée, de ses coûts sur les sociétés et sur la nature. Ils vont continuer à saccager, ils vont continuer à détruire les peuples, ils vont continuer à mettre des pesticides partout pour redonner à la terre la fécondité que les précédents traitements aux pesticides leur ont fait perdre. Cette compétition irresponsable, dont la matière première est le sort de l'écosystème, le seul dans lequel la vie humaine soit possible. Le capital est incapable de se corriger. Le capital est incapable de se maîtriser. Le paysan, quand il cultive d'habitude, reproduit à la fois l'outil de travail qu'est la terre et la production qu'il met à la disposition du marché de ceux qui ont besoin de manger, c'est-à-dire tout le monde. Mais le capital, lui, n'a pas la limite que le paysan connaît. S'il abuse, il n'y a plus de terre. Si le chasseur abuse, il n'y a plus de gibier. Ils abusent et il n'y en a plus. Mais le capital, lui, se nourrit des destructions qu'il occasionne. Le capital peut ne pas connaître un seul jour de fluctuation des cours de la bourse quand on annonce en Europe que les abeilles sont mortes et que 80% des oiseaux ont disparu. Pourquoi ? Parce que le capital a déjà prévu un drone pollinisateur. Il va vendre des machines et donc il fait une affaire de la catastrophe qu'il a provoquée. Le capital ne saura pas s'arrêter. Amis, camarades, le changement climatique est commencé. Il est irréversible. La catastrophe est assurée. La civilisation humaine, comme nous la connaissons aujourd'hui, est le résultat d'une stabilisation du climat qui a commencé au néolithique, c'est-à-dire quelque chose comme 6, 7 ou 8 000 ans avant l'ère commune. Et c'est parce que le climat s'était stabilisé que les activités humaines ont pu se stabiliser et s'organiser. Je ne dis pas comment ni ce que j'en pense, je le constate. Nous allons entrer dans une ère d'incertitude absolue sur le climat. Aujourd'hui, le centre capitaliste du monde, qu'est les États-Unis d'Amérique, qui ont nié jusqu'à l'irresponsabilité la plus complète le changement climatique, doit se demander si la ville de Phoenix pourra encore être habitable dans 10 ans. Voilà l'état du monde, voilà ce qui se passe au moment où a lieu ce sommet, où l'on ne discute de rien d'utile, où l'on ne fait qu'une chose, organiser la suite de la catastrophe au profit d'un système absurde qui, comme l'a dit Marx, épuise l'homme et la nature. Voilà où nous en sommes. Le capitalisme est un obscurantisme parce qu'il nous empêche de considérer d'un point de vue rationnel les solutions rationnelles que nous devrions apporter. Camarades, j'achève en vous disant que j'ai l'âge qui me permet de rappeler de l'époque où nous pensions avoir du temps. Et si on échouait à telle élection, eh bien on se retrouverait à la suivante. Et nous allions construisant avec l'infinie patience des milieux populaires. Maintenant, camarades, nous n'avons plus le temps, nous n'avons que des délais. Et seule l'action révolutionnaire et subversive qui assure la rupture avec le capitalisme peut nous permettre de tirer l'humanité de la passe.